Bonjour à tous, je suis ravi d'ouvrir ce webinaire. Je suis d'autant plus que nous avons la chance d'accueillir et de réunir simultanément, pour une prise de parole externe, et je crois que c'est une première fois, 5 dirigeants de nos entreprises. Et donc je vous avoue ne pas bouder mon plaisir à l'idée de cette interactivité avec vous. Nous sommes aujourd'hui à quelques semaines de l'échéance du 1er janvier 2022 et de ces obligations faites par la loi Egalim. Nous sommes à quelques mois après l'entrée en vigueur des lois AGEC, climat et résilience, à quelques mois des élections présidentielles, lors desquelles nombre de sujets que nous allons évoquer cet après-midi feront l'objet de propositions, et puis en fait à une période un peu particulière, je pense, dans notre histoire contemporaine, où s'ancrent de manière renforcée dans la tête de nos concitoyens les liens qui unissent alimentation, environnement et santé. Et donc finalement c'est à la croisée de ces différents calendriers législatifs, politiques, social, sociétal, que nous avons souhaité positionner ce webinaire. Sa thématique maintenant, si nous avons choisi, après la crise, réussir la reprise, et la mesure de nos impacts sur les territoires, c'est que nous comptons bien regarder vers l'avenir, convaincus des atouts particuliers qui sont les nôtres pour incarner cette ambitieuse transition alimentaire en agissant sur chacun des leviers qui la conditionnent. L'étude que nous venons de lancer avec l'IFOP sur la manière dont les Français jugent la restauration collective nous conforte dans cette ambition et je dirais même nous engage. Cette étude est riche d'enseignements et personnellement j'ai 2-3 points extrêmement saillants que j'ai relevés et nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons articuler nos échanges en 3 parties sous la houlette de Laurent Terrasson que je remercie pour sa présence et pour son juste dosage d'impertinence. Alors tout d'abord, la transition alimentaire, comment la restauration collective fait évoluer l'assiette des Français, puis les approvisionnements, comment les SRC travaillent avec les filières agricoles pour faire évoluer ces approvisionnements sur les territoires, et je rajouterai dans quelles conditions, et notamment dans quelles conditions économiques, et puis enfin l'emploi et la formation, dans ce contexte, quels sont les défis de la restauration collective. Pour tous ces sujets, nous allons avoir, durant cet après-midi, des témoignages extérieurs, précieux, et je voudrais en remercier leurs auteurs, à la fois pour leur contribution et leur disponibilité. Je m'arrête là, car je suis impatient d'écouter et de vous faire entendre tous les intervenants que nous avons retenus. Avant de leur laisser la parole, je tiens à souligner que l'ensemble des acteurs de la restauration collective sont déjà tous à l'œuvre pour accompagner ces changements. Ces changements, ils se sont formidablement intensifiés depuis 2 ans, autour de nouvelles aspirations, nouveaux comportements, des modes de travail nouveaux ont émergé. Pour moi, la performance est la combinaison d'une vision, d'un rythme de déploiement, d'une excellence opérationnelle. Et je crois que, sincèrement, nous avons tous les outils en main pour démontrer la pertinence de notre modèle. Mais ne perdons pas de vue que cette dynamique a une condition, la nécessaire reconnaissance par nos clients de la valeur qu'ils accordent à nos métiers et à ses impacts sur la société tout entière. L'achat responsable est bien une boucle dans laquelle chacun doit prendre sa part. Laurence, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Philippe Ponnoura pour cette introduction. Alors je suis ravi d'animer ce webinaire exceptionnel. Alors, je dis bien exceptionnel sur le contenu, mais par le nombre et la qualité des intervenants. Donc sur ce plateau, nous avons Pascal Dupont, à ma gauche, vous êtes président de Dupont Restauration, Jean-Yves Fontaine, vous êtes directeur général d'Elior France, et Esther Kananji, qui est déléguée générale du syndicat national de la restauration collective, le SNRC. Nous avons d'autres invités en ligne qui sont donc Anna Notariani, présidente de Sodexo France, Daniel Rocher, vous êtes présidente du SNERS, le syndicat national des entreprises de restauration et services, et Gaëtan Delermite, président de Compass France. On va commencer, en fait, vous l'avez vu, nous avons 3 séquences. La première sur la transition alimentaire, la seconde sur les approvisionnements, et la troisième sur l'emploi et la formation. 3 sujets phares par rapport à l'actualité, on va dire, de la restauration collective. Concernant la transition alimentaire, j'aimerais passer la parole à Madame Notariani, donc présidente de Sodexo France. Et je vais vous demander en fait d'introduire un peu ce thème puisque, comme nous, vous constatez une évolution des attentes de consommateurs, des modifications de temps et d'espace des prix alimentaires.
Par rapport à ce constat, face à ces bouleversements, votre secteur s'adapte. Et j'aimerais savoir comment vous abordez dans vos sociétés ces nouvelles attentes de consommateurs. Madame Notarianni, vous avez la parole. Peut-être en guise d'introduction, je pense que c'est intéressant de faire un peu très vite la rétrospective de ce métier depuis 30 ans, dont je vais aller très vite. Mais moi, quand j'ai commencé ce métier il y a 33 ans, on était sur un concept de la restauration collective, et d'ailleurs notre nom vient de ce concept, où en fait on partageait pas une variété de repas, on partageait souvent peu de variétés. On avait un choix, parfois deux, et on n'avait pas forcément des scrambles qui permettaient d'avoir cette variété. On ne se servait pas, on était souvent servi à table. Et en fait, vous voyez, on est passé en 30 ans de ce concept de restauration collective où le mot collectif avait un sens, mais il fallait quasiment que tout le monde mange à peu près la même chose. Et on est passé de ce rapport à ce temps passé ensemble à table avec des mets qui n'étaient pas très diversifiés, à une très grande diversification de notre prestation. Pourquoi? Parce que ce qui a évolué en 30 ans, à travers un certain nombre de standards que nous-mêmes avons installés dans le marché, eh bien, c'est la diversité, c'est le fait d'avoir, bien entendu, de l'information très qualifiée sur à la fois l'origine des produits, à la fois les conditions d'hygiène, à la fois les conditions de sécurité au sens très large alimentaire. Et donc, nous avons joué pendant 30 ans un rôle très important d'installer une première transition qui était une transition vers la diversité des aliments que nous proposions à nos convives. Et on a eu certaines période où bien nous avons été un acteur majeur quand on a eu la crise, par exemple, de la vache folle. Eh bien, on a joué un rôle essentiel. Donc, on a eu pendant 30 ans vraiment, on a installé notre métier, et je crois qu'aujourd'hui les Français le reconnaissent et nous reconnaissent cette place de cette restauration collective. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est face à une transition maintenant, à une évolution sans précédent. Et d'ailleurs, je me pose la question de pourra-t-on toujours s'appeler la restauration collective tellement, si vous voulez, les tendances de fond qu'on ressent, c'est la personnalisation. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les consommateurs, dont moi-même je fais partie, on aimerait venir dans un lieu, prendre son repas à soi, et ce qu'on aimerait faire, c'est partager le lieu. Mais finalement, c'est ça qui est une des opportunités de notre métier, c'est aussi une des difficultés, hein, c'est-à-dire comment arriver à faire en sorte que les nouveaux consommateurs, quand ils arrivent dans un espace de restauration, eh bien, ils arrivent à composer leur propre repas. Et pour moi, c'est un challenge, hein, c'est un challenge pour nous tous. Et pour moi, derrière cette évolution d'attente, eh bien, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension nutritionnelle. On a installé la diététique et pendant des années avec des modes. Hein, en 70, il fallait manger moins. En 80, il fallait manger vite. C'était même le temps niais. On appelait ça le temps niais. Même si on sait hein, que quand on mange très 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 vite et qu'on mange toute la journée, ça fabrique l'obésité. En 2000, on a vu, on voulait pas de gluten, on voulait pas. Donc c'était les années 100, c'est-à-dire vraiment cette caractéristique très pointue de je ne veux pas ce nutriment dans mon alimentation. Et puis, je pense qu'on va aller vers les années de manger juste. Pourquoi? Parce que dans cette transition alimentaire, il y a la notion de l'éthique. Il y a la notion de l'éthique et il y a la notion de l'environnement. Et donc, quand on fait
quand on fait la synthèse de ces trois dimensions, la dimension nutritionnelle qui est en pleine évolution, la dimension éthique, avec la loi Egalim, on va en parler, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus éthique de ne pas rémunérer les agriculteurs, les éleveurs de leur travail, il n'est plus éthique de traiter les animaux comme on les traite, et il n'est plus éthique d'avoir la moitié des gens dans le monde qui meurent d'obésité alors que les autres meurent de faim. Et donc, vous voyez que l'éthique va prendre une place très importante dans notre métier. Et l'environnement, évidemment, puisqu'on a tous pris conscience, et la crise du Covid nous le rappelle en permanence, que nous étions sur cette terre parmi un écosystème et que nous ne devions pas rapter toutes les ressources, puisque quand on fait ça et qu'on n'en a pas conscience, eh bien la nature se rappelle à nous. Donc, vous voyez que ces trois dimensions vont changer de façon profonde notre métier. Et je voudrais juste terminer sur une chose, c'est que derrière tout ça, on peut en parler pendant très longtemps parce que notre métier est très symbolique et notre métier est très puissant. Mais derrière tout ça, il faudra jamais oublier pourquoi on se bat. On se bat pour que notre métier soit reconnu pour la valeur sociale qu'il apporte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la crise du Covid l'a démontré, il faut reconnaître notre métier pour sa juste valeur. Nous avons un rôle social absolument incroyable à jouer. Nous devons tous nous battre pour faire reconnaître cette spécificité. Et donc, pour moi, c'est ça qui nous attend et c'est la raison pour laquelle il nous faut un syndicat aussi qui nous permette d'organiser des débats, qui nous permette aussi de nous rallier sur des causes communes d'intérêt général. Et puis, il nous faut un syndicat qui soit fort parce que vous allez le voir aussi, les intervenants qui vont parler maintenant vont évoquer aussi des difficultés. Donc, dans les difficultés, il y a des opportunités, mais si nous ne nous battons pas, nous n'aurons que des difficultés. Et moi, je préfère y voir des opportunités. Merci beaucoup, Madame Notarianni, pour ce propos que je trouve très intéressant. Vous avez parlé de cette grande diversification en fait de la demande, l'évolution sans précédent, la personnalisation qui finalement vous met en doute le nom de restauration collective. J'ai tout souligné tout ça. Et justement, j'aimerais faire réagir Pascal Dupont, vous qui officiez dans le nord et le sud de la France. Est-ce que vous constatez cette grande diversification, cette demande en fait extrême déjà dans notre hexagone? Déjà, ça commence mal parce qu'avec la prononciation du Nord. En tout cas, merci Laurent de m'avoir invité à ce webinaire exceptionnel parmi tous les adhérents du SNRC, y compris ceux d'Exo et Elior présents ici. Moi, je représente une UTI, donc je représente une UTI effectivement présente dans le Nord et dans le Sud également. Bon, effectivement, moi je pense que le premier message que je fais passer à mes équipes et aux équipes du SNRC aussi, c'est le dialogue avec les clients. Je veux dire, il faut aller voir les clients, il faut dialoguer, il faut échanger, il faut expliquer nos difficultés d'approvisionnement. Et effectivement, cette transition alimentaire, elle est en train de tout chambouler. Il faut expliquer, remettre sur la table les explications, etc. Je parle bien des clients privés et publics, parce que là, il y a un peu de travail à faire au niveau des clients publics. Et écoute, en fait, proche du terrain, mais est-ce que déjà, pour vous, il y a quand même sur les territoires des différences? Oui, alors je ne vais pas vous parler football, je vais vous parler culinaire. Entre Marseille et Dunkerque ou entre Marseille et Lille, quoique Lille a gagné là, cette semaine. Entre Marseille et le Nord, on ne va pas proposer effectivement un Paul Chevêche des Flandres à Marseille, quoi. Voilà. Donc effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut échanger le plus possible avec les clients. Alors, on revient au métier de base de nos activités. C'est les menus, c'est les approvisionnements de denrées, c'est qu'est-ce qu'on met dans les menus, quelles sont les filières les approvisionnements locaux. Alors évidemment, les approvisionnements locaux ne sont pas les mêmes en Occitanie, qui est, je pense, une des premières régions en produits locaux qu'une autre région. Voilà, sans citer les autres régions.
Écoutez, merci beaucoup. En fait, pour mieux illustrer en fait cette diversité française et illustrer les attentes des consommateurs, la relation des Français avec le service de la cantine, les équipes de l'IFOP ont réalisé pour le SNRC une étude auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatives de l'ensemble de la population française, une population âgée de 15 ans et plus fréquentant des restaurants collectifs. Nous allons écouter maintenant Madame Chal Parot, qui est chargée d'études à l'IFOP, qui va nous présenter les grandes lignes de cette étude et nous reviendrons sur notre débat après cette intervention. Je vous remercie. De cette étude, il ressort plusieurs enseignements majeurs que nous avons voulu vous partager aujourd'hui. Premier enseignement, la bonne image qu'ont aujourd'hui les Français de la restauration collective, puisqu'ils sont 7 sur 10 à déclarer en avoir une bonne image qui est probablement nourrie aujourd'hui par les efforts de la cantine, de la restauration collective ces dernières années pour proposer des repas de meilleure qualité, un peu plus variés, plus diversifiés, aussi plus équilibrés. Et là, 8 Français sur 10 sont d'accord avec cette idée-là. C'est la solution qui est jugée la plus pratique pour aller déjeuner le midi. Par exemple, ceux qui se rendent à la cantine pour déjeuner préfèrent en majorité avoir une cantine que des tickets restaurants. Mais il y a également le côté convivial qui est particulièrement salué. La commensalité, en fait, vraiment, qui est attachée au repas, à laquelle les Français accordent une grande importance, eh bien, la cantine y répond parfaitement. Aujourd'hui, on a à peu près 6 Français sur 10, même jusqu'à 7 sur 10, qui s'accordent à dire que la cantine propose des repas variés, équilibrés, qu'elle propose des menus qu'ils ne mangeraient pas chez soi. Et en ça, c'est un autre point positif qui est un petit peu moins reconnu, où il y a encore une marge de progression donc, qui se dessine, mais qui est quand même salué par les interviewés, de telle sorte que 7 personnes interrogées sur 10 estiment que la cantine est aussi une solution pour mieux manger et donc être en meilleure santé. Ce que nous disent les Français, c'est que à choisir entre un repas plus qualitatif mais un peu plus cher, ou un repas avec des prix plus attractifs, mais de fait des produits qui seraient de moins bonne qualité, eh bien, ils préfèrent le premier pour 7 sur 10 d'entre eux. Et on en a 66% qui déclarent être prêts à payer plus cher, et jusqu'à 10% plus cher, hein, pour certains d'entre eux, un tiers qui sont prêts à payer jusqu'à 10% plus cher pour que la cantine leur apporte des repas qui soient d'encore meilleure qualité. Donc aujourd'hui, parce que la cantine propose des repas à un bon rapport qualité-prix, c'est aussi quelque chose qui est reconnu, eh bien, les Français sont prêts à accepter de payer un petit peu plus cher pour que la cantine poursuive ses efforts et continue à proposer une offre alimentaire qui soit plus en phase avec les tendances de notre époque sur des repas qui soient plus équilibrés, avec des produits de meilleure qualité en ce qui serait labellisé par exemple, produits localement. Et ça, c'est vraiment un des enseignements qui nous a particulièrement frappé et intéressé de cette enquête. Pour moi, ça évoque deux choses. C'est premièrement, les clients peuvent entendre aussi finalement cette perception qu'ont les propres convives de l'intérêt qu'ils voient à investir dans leur assiette parce que ça préserve leur capital santé et le capital environnemental de tous. Et puis deuxièmement, je trouve que ça donne une information assez objective sur la manière dont ils jugent le rapport qualité-prix de la restauration collective aujourd'hui et quelque part aussi reconnaître les marges de manœuvre qui sont celles des sociétés de restauration collective. Je pense que si on était amené à poser cette question dans d'autres environnements économiques, je ne suis pas sûr que les gens répondraient de la même manière et diront écoutez, prenez sur vos marges, c'est à vous de faire le sujet. Voilà. Je pense qu'ils sont conscients que nous avons fait beaucoup d'efforts, mais que pour pouvoir aller plus loin, il fallait avoir un accompagnement de tous et eux-mêmes signalent qu'ils sont prêts à le faire. Merci beaucoup. Jean-Yves Fontaine, vous voulez réagir ? Oui, moi je pourrais compléter les propos de Philippe en disant que dans nos restaurants, on a fait des essais de proposer plus de produits bio, plus de produits locaux. Et qu'est-ce qu'on a vu immédiatement? C'est que le ticket moyen a augmenté, la satisfaction des consommateurs a augmenté, et ça s'est traduit par une hausse de la fréquentation. Et globalement, quand un employeur a une très bonne restauration, c'est aussi un des éléments pour fidéliser aussi ses salariés et créer de la valeur au sein de son entreprise pour pas très cher, parce qu'on reste quand même dans le cadre d'une restauration sociale. Et il faut quand même se rappeler qu'on vend nos repas aux consommateurs en entreprise entre 3,50 € et 4 €.
Donc ça reste quand même très accessible pour manger très correctement. Et donc, est-ce que l'on mange de la bonne viande? Nous allons voir tout de suite avec Emmanuel Bernard, président de l'interprofession d'Interbev, l'interprofession du bétail et des viandes. Vous allez nous donner votre sentiment sur justement le lien des SRC et de la viande, de la filière viande. Monsieur Emmanuel Bernard, vous avez la parole. Oui, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis, avant tout, je suis éleveur de bovins en Bourgogne, de bovins charolais. Donc, et ensuite, évidemment, par mes responsabilités, je suis président de l'interprofession bovine, donc qui regroupe depuis les producteurs jusqu'à la distribution, dont la restauration collective fait partie, tous les maillons d'une chaîne qui par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, depuis maintenant 7-8 ans, s'attache à essayer d'avancer sur, on appelle ça une montée en gamme, en élaborant, on va dire, des plans, des programmes qui permettent à la fois de répondre à plein d'attentes sociétales et de répondre aussi aux consommateurs. C'est important, enfin je pense que ça a été évoqué, mais c'est très important d'avoir les deux en même temps. Alors quand je parle de citoyens et attentes sociétales, on a donc un pacte sociétal qui a été élaboré au sein de la filière, partagé par tout le monde, avec 4 points importants. Qui reprendront un peu les attentes qu'on a entendues jusqu'à maintenant. Donc il y a effectivement l'environnement. On a le bien-être animal aussi qui a été qui est un élément important. Je dirais simplement avec ce que j'ai entendu avant, il n'est pas temps de dire voilà, il faut pas traiter les animaux comme on les traite aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas faire d'accusations comme ça. Il est important en tout cas de répondre aux questions des citoyens pour qu'on explique comment on fait, pourquoi on le fait et quelles sont les pratiques que l'on améliore. Ensuite, on a aussi l'intérêt important, c'est la rémunération de tous les acteurs et notamment des producteurs. Ça, c'est important. C'est quand même l'avenir à la fois de l'approvisionnement de tout le monde et notamment de toute la restauration. Et puis, il y a une augmentation, un besoin d'augmentation de la qualité aussi dans l'assiette. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est mesuré par des normes et notamment par l'AFNOR, dans une norme ISO 26000. Et ensuite, c'est décliné dans un plan de filière pour être très opérationnel parce que il ne s'agit pas d'avoir de grandes intentions et ensuite, on sait ce que ça peut donner si jamais on ne donne pas corps à ça au niveau pratico-pratique. Donc, le plan de filière, c'est quoi? C'est satisfaire le consommateur et, je voulais dire, mieux rémunérer. Comment on répond à ça? On commence par offrir à la fois du label et du bio. C'est très important, les signes officiels de qualité, vous l'avez dit. On est capable de le faire et évidemment développer aussi l'offre en produits biologiques. Et comment on le fait? Par un développement de la contractualisation. C'est aussi peut-être un élément sur lequel on avancera dans les années qui viennent. La loi l'oblige, mais je pense que les pratiques nécessitent aussi qu'on donne de l'avenir à tous les acteurs de la filière, non pas que des producteurs. Et donc le contrat d'approvisionnement est un concept très intéressant. Et ensuite, on a toute la dimension sur le produit, c'est-à-dire améliorer le persillé. Alors, on rentre un peu dans la technique, mais en tout cas, le goût du produit est important et peut s'adresser à tous les types de restauration. Et il y a tout le travail qui a été fait sur le haché. Aujourd'hui, on sait très bien que le haché fait partie de toute la gamme de produits qu'on peut offrir. Là aussi, du haché label, du haché bio, du haché dans les restaurants gastronomiques, dans la restauration conventionnelle, partout. Et donc tout ça pour dire que l'enjeu derrière ce pacte sociétal et ce plan de filière avec ce déploiement sur le terrain, c'est d'améliorer l'origine France dans la restauration en foyer. L'objectif étant d'atteindre les 80% en 2024, c'était ça l'objectif qui était fixé. Et tout ça dans un environnement où on a aujourd'hui des entreprises
à tous les niveaux. J'entendais allier le local éventuellement avec la montée en gamme, avec toute cette... On a des entreprises qui aujourd'hui savent répondre même des entreprises nationales. Elles sont capables par leur sourcing de faire du local. Alors quand je parle de local, c'est pas à 2 kilomètres. Il y a forcément un industriel au milieu, c'est obligatoire dans la viande, c'est nécessaire et c'est très rassurant dans ces pratiques. Donc le concept, il est aujourd'hui bien établi. L'objectif étant que la restauration se rapproche de ses fournisseurs pour s'approvisionner en segmentant bien son approvisionnement. Et puis, on a un concept, nous, qui nous est cher, qui est de dire aimer la viande, mangez-en mieux, ce qui veut dire qu'il faut que chacun se renseigne sur l'origine de son produit et l'origine de ce qu'il y a dans son assiette. Nous avons pu apprécier votre discours, vos engagements pour l'environnement, le bien-être animal. Et c'est vrai que j'ai souligné aussi, au travers de votre propos, l'importance pour soutenir les filières françaises. Par rapport à cette situation, j'aimerais savoir si les sociétés de restauration sont engagées. Et je vais passer la parole à Monsieur Gaëtan Delermite, président de Compass France. Oui, bonjour à tous. Merci Emmanuel Bernard de votre intervention. Je crois qu'elle prouve aujourd'hui finalement l'interdépendance entre les différents acteurs de la filière. On l'a rappelé depuis le début de ce webinaire, je crois qu'on vit une transition unique au sein de notre marché, une transition qui nous fait venir d'un service de commodité finalement vers un service de bien commun et via un service peut-être encore plus collectif puisque ensemble on peut effectivement changer les choses. Je crois que la responsabilité des SRC, c'est de trouver ce point d'équilibre entre l'amont de la filière que vous représentez, les agriculteurs, les producteurs, les éleveurs, et l'aval, les consommateurs que nous évoquions tout à l'heure, et qui font un véritable vote de confiance puisqu'ils sont prêts à dépenser plus pour effectivement participer à cet équilibre. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette transition, nous en sommes au cœur, et il est important qu'on se rapproche non seulement des consommateurs, mais aussi de vous, des producteurs, des éleveurs, de façon à trouver le point d'équilibre pour un marché vertueux qui est à même de relever les défis qui se présentent à nous. Ces défis sont des défis climatiques, environnementaux, sont des défis de bien-être, de santé publique, de satisfaction du consommateur, et sont des défis économiques. On y a fait allusion tout à l'heure. Mais le vote de confiance que semblent nous faire les consommateurs nous encourage dans cette voie. Prenons les bonnes décisions ensemble de façon à valoriser les filières de qualité, les filières à externalité environnementale positive, les filières qui nous emmènent vers, je dirais, un monde meilleur, qu'il soit dans la santé ou qu'il soit effectivement d'un point de vue environnemental. Donc je crois que de sortir de cette crise et de se sentir finalement plus proches les uns des autres, producteurs, chefs, restaurateurs et consommateurs, c'est une bonne chose pour notre marché et je crois que c'est annonciateur d'un avenir porteur pour la filière que nous représentons. Sans plus attendre, nous allons passer à notre deuxième séquence, les approvisionnements. Et pour introduire ce thème, nous allons écouter Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, qui nous a adressé un message. Pendant le confinement, les Français ont redécouvert leur alimentation. Ils sont aujourd'hui plus attachés à l'origine de produits, au mode de production, au plaisir de bien manger. Il faut qu'ils le retrouvent dans la restauration. C'est une vraie chance pour les agriculteurs et c'est un pari aussi pour les restaurateurs. L'origine, les modes de production et la consommation française. La loi alimentation fixe un objectif d'avoir à 2025 50% de produits sous signe de qualité à bénéfice environnemental, dont 20% de bio. C'est un sacré pari, compliqué. Et c'est seulement en travaillant ensemble, producteurs agricoles, industriels et restaurateurs au domicile, que nous y parviendrons. Un exemple de PAT qui me vient à l'esprit, c'est ce qui s'est fait en Pays de la Loire, où les producteurs et leurs représentants ont rencontré les cuisiniers pour cuisiner l'ensemble du poulet et non pas seulement les cuisses qu'on commande par milliers. Et ça marche, on découvre mieux le produit et on le valorise. Un contact noué et productif entre producteurs, industriels et cuisiniers.
Nous, agriculteurs, nous pensons profondément que ce qu'il faut améliorer, c'est l'éducation à l'alimentation. Au moment où tout le monde parle de One Health, l'alimentation est au cœur de tout. Faire comprendre que bien manger, c'est préserver sa santé, mais c'est aussi préserver la planète quand on s'intéresse à l'origine, préserver l'environnement, on pense à empreinte carbone. C'est tout ça qu'il faut que vous nous aidiez à relayer auprès des convives dans les cantines. Merci beaucoup pour ce message. Donc, vous avez bien entendu le message de Madame Lambert qui souligne quand même la qualité alimentaire, l'origine des produits, et elle souligne aussi renforcer l'éducation alimentaire plus précisément dans le cadre des cantines. J'ai trouvé ça très intéressant. Et j'aimerais avoir la réaction tout de suite de Jean-Yves. Je vais l'appeler de La Fontaine puisqu'on se donne des particules aujourd'hui. Alors, pas de fable, hein, on est bien d'accord. Non, Laurent, on a été raccourci à la Révolution, c'est Fontaine tout court. Alors, je vais prolonger les propos de Madame Lambert en confirmant que la restauration collective s'inscrit parfaitement dans la volonté d'améliorer la qualité de nos repas, en introduisant davantage d'approvisionnement en circuit court, plus de produits labels et plus de produits bio. Ça nous oblige à changer le référentiel du métier qui a été construit sur les 40 dernières années sur davantage de massification que de qualité. On a nourri en grande quantité nos consommateurs et aujourd'hui on va vers une augmentation de la qualité à travers le réglementaire et à travers l'exigence des consommateurs. Ça nous obligera aussi à changer nos modes opératoires, c'est-à-dire prendre des engagements de volume avec les producteurs et passer des contrats pluriannuels. Le Covid a eu qu'un effet accélérateur sur une tendance qu'on avait déjà constatée avant cette crise. Et si vous voulez, en tant que société de restauration collective, nous, on doit coller aux attentes des consommateurs et répondre à la demande. Mais pour pouvoir répondre à la demande, on est quand même dans un métier particulier, on a des contrats, le consommateur souvent ne décide pas du prestataire et c'est à travers les contrats qu'on passe avec les décideurs que tout se passe. Et le message que je souhaite donner à travers la restauration collective, c'est que toute cette augmentation de qualité, d'introduction de labels de bio ne peut pas se faire sans un changement de prix, une augmentation de prix, que ce soit au sein des clients privés ou des collectivités locales. Sans moyens, on n'arrive à pas grand-chose. Donc se donner les moyens. Et j'aimerais avoir aussi le retour de Daniel Rocher, président du SNERS. Vous êtes en ligne, j'espère que vous nous recevez. Je vous reçois très bien. Oui, pour le SNERS et pour les membres adhérents, le lien avec les producteurs locaux, c'est fondamental, comme le développement des circuits de proximité. Par contre, on rencontre souvent des difficultés, malheureusement, sur les quantités et la régularité des approvisionnements, aussi bien en bio que dans le reste des circuits de proximité. Donc ça, c'est important à souligner pour que effectivement nous puissions à la fois répondre à ce que Madame Notariani a indiqué tout à l'heure, rencontrer les attentes des consommateurs. Et pour moi, attendre des consommateurs, ça rime avec transition alimentaire, de répondre aussi avec beaucoup d'agilité aux attentes, que ce soit par l'âge, par les régions, et également d'être reconnu dans la restauration collective, parce que nous avons dans la restauration collective, malheureusement, un peu une inégalité de traitement avec les autres formes de restauration commerciale, etc., puisque nous avons à la fois des prix contraints et des contraintes réglementaires qui sont beaucoup plus fortes que dans les autres formes de restauration. Et en plus avec ça, des prix qui sont aujourd'hui très difficiles, puisque nous avons à la fois un indice INSEE qui a régressé fortement, de moins 6%, et par ailleurs avec des augmentations de prix depuis la rentrée qui sont importantes, et la loi Egalim qui arrive au 1er janvier. Donc c'est des contraintes que nous acceptons pour la loi Egalim, mais qui doivent être reconnues comme rôle social, et donc permettre d'avoir des prix qui soient corrects, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci, Monsieur Rocher. Vous avez parlé des problèmes des approvisionnements. Peut-être allons-nous aller un tout petit peu plus loin avec Madame Nicole Lebrun. Vous êtes responsable de projet au sein de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Et en particulier, vous vous occupez de tout ce qui touche à l'alimentation de proximité, en particulier les PAT pour la restauration hors domicile. Madame Nicole Lebrun, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour Madame. Alors, vous avez entendu ce que disait Monsieur Daniel Rocher. Est-ce que vous pourriez nous dire ce
Comment vous imaginez la collaboration entre les sociétés de restauration et les chambres d'agriculture? Bonjour à tous, donc merci de m'avoir invité. Donc, bon, les chambres d'agriculture sont soit des chambres consulaires, c'est aussi un organisme de conseil important auprès des agriculteurs, de leurs organisations, donc collectives parfois, et aussi des collectivités. Notre sigle, c'est Chambres d'agriculture, agriculture et territoire, aujourd'hui, enfin depuis quelques années. Alors, en quoi on peut, comment on peut imaginer la collaboration? Eh bien, je pense qu'on est bien placé, nous, les chambres d'agriculture, pour faire le lien entre l'offre et la demande, puisque quelque part, c'est une question de l'offre, connaissance de l'offre, où est l'offre, est-ce qu'il y a assez d'offres, et puis de coïncidence avec une demande, quels sont le besoin, que demandent les sociétés de restauration collective. Donc, on est un petit peu le traducteur, le médiateur, ça sera un terme un peu trop fort, mais on permet, je pense, que deux mondes qui ne se connaissent pas forcément se rencontrent. Alors bien sûr, les sociétés de restauration sont déjà en contact avec toutes les grandes filières structurées avec qui on travaille bien sûr aussi et qu'on connaît. Peut-être qu'aujourd'hui, comme vous disiez, il y a la massification de l'approvisionnement et aussi un nouveau mode d'approvisionnement, un nouveau référencement avec tous les signes de qualité nouveaux qui nous arrivent avec notamment la loi Egalim. Et donc voilà, peut-être la recherche d'un nouveau sourcing. Donc c'est pour ça que les chambres connaissent l'offre locale, qu'elle soit en circuit court, qu'elle soit en filière de proximité. Nous, on ne fait pas d'opposition entre un agriculteur qui va aller en circuit court livrer une cuisine ou une filière structurée qui est obligatoire, comme le disait donc Christiane Lambert, pour les outils industriels, bien sûr. Donc voilà, on a le sourcing. Le sourcing, je dis toujours le fichier qualifié. Alors fichier qualifié, c'est-à-dire c'est pas le nom, l'adresse de l'agriculteur ou du transformateur, c'est bien la désignation du produit, la norme sanitaire, son signe de qualité, sa saisonnalité, sa disponibilité, le rayon possible d'approvisionnement. Donc voilà, les chambres d'agriculture sont toutes en train de travailler et ont déjà en leur possession ce fichier qualifié. Alors c'est un fichier privé, donc nous ne le vendons pas, bien sûr, nous n'avons pas le droit, mais nous pouvons bien sûr l'utiliser dans le cadre de développement, de programmes de projets de développement avec vous et très souvent aussi avec les collectivités demandeuses. Voilà, donc l'importance pour moi, c'est vrai, peut-être d'un nouveau référencement au niveau des sociétés de restauration, plus local, plus régional. Vous parliez aussi, j'ai retenu les contrats pluriannuels. C'est vrai que l'agriculture est soumise aux aléas climatiques, c'est déjà compliqué. Il faut sécuriser, il faut peut-être accepter aussi avoir une certaine souplesse pour apporter de la sécurité vis-à-vis de la production. En fait, les sociétés de restauration peuvent mettre en place des conventions avec les filières, avec les producteurs, avec les chambres d'agriculture. Alors, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que ça... nous, on l'a fait de nombreuses fois en Meurthe-et-Moselle, donc la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Alors, très souvent, ce sont des conventions tripartites, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui la déclenche, la société de restauration collective prestataire et la Chambre d'agriculture. Voilà, donc c'est souvent du tripartite et avec des objectifs précis, du coup, qui sont définis. Alors, les objectifs dans la convention, les engagements réciproques, c'est voilà, nous, on s'engage, les chambres d'agriculture, on s'engage à aider la collectivité et la société de restauration collective à trouver les produits nécessaires par rapport à son besoin de proximité, à faire émerger des nouvelles productions. Et ça, c'est important. Je peux vous citer l'exemple en Lorraine, les 4 départements lorrains, où grâce aux débouchés de la restauration collective, en grande partie en gestion concédée, il y avait aussi de la gestion directe, mais aussi en gestion concédée,
nous avons fait émerger une nouvelle filière de légumineuses, très exactement de lentilles vertes de préservation de captage. Donc, vous voyez, on allie en fait un objectif environnemental de préservation de l'eau. On peut se dire, ben, ça n'a rien à voir avec les cantines. Et en fait, on ne peut pas lancer une nouvelle production. Nous, on n'est pas naturellement, en Lorraine, une grande région productrice de lentilles vertes. Donc, il faut trouver un débouché. Et voilà, le fait d'avoir pu trouver un débouché grâce entre autres aux sociétés de restauration collective nous a permis de lancer en fait une micro-filière de lentilles vertes respectueuses et puis vertueuses au niveau de la qualité de l'eau. Merci beaucoup. Est-ce que les SRC peuvent intégrer les projets alimentaires territoriaux de façon plus opérationnelle? Alors, à mon avis, oui, on vous attend. En fait, je participe, la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle participe donc au PAT, est acteur historique, d'ailleurs depuis 2017, du PAT Sud 54, qui concerne les 2 tiers du département de la Meurthe-et-Moselle. Et par ailleurs, je participe aussi à d'autres PAT, notamment sur Metz Métropole. Enfin, voilà, on est sollicité, nous les chambres d'agriculture, sur ces différents projets alimentaires territoriaux. Le constat, alors le PAT, voilà, c'est quand même l'enjeu du lien agriculture, territoire, alimentation, avec 3 axes qui sont les axes majeurs économiques, environnementaux et sociaux. Je vais prendre des exemples précis pour montrer comment moi j'imaginerais votre présence et votre participation au PAT. Par exemple, l'économie. En économie, donc une société de restauration collective ou une entreprise privée peut tout à fait contribuer avec d'autres acteurs, y compris publics, ou à la demande d'acteurs publics, à la construction de nouveaux outils. Donc, quand on dit nouveaux outils, ça peut être des cuisines centrales, des rénovations ou des nouvelles cuisines centrales. Ça peut être des outils de transformation. Vous savez que dans notre territoire, il y a une grande mode, légumerie, maintenant on entend conserverie. Donc voilà, ce type d'outils qui parfois n'existent pas en fait au niveau de vos cuisines, privées. Ça peut permettre également au niveau économique le lancement ou l'émergence de nouvelles filières. Donc, je prenais l'exemple des lentilles, mais ça peut être en fonction des besoins. Ça peut être un volet économique. Le PAT peut contribuer à sécuriser et puis à lancer une nouvelle filière locale ou soutenir des filières. Tout à l'heure, il y avait le témoignage de l'Interbeb. C'est très important, voilà, de soutenir les filières et les transformateurs existants, les abattoirs existants. L'environnement, lutte contre le gaspillage, encouragement également à la consommation et donc l'achat, bien sûr, des produits et filières respectueuses de l'environnement, le bio local, proximité française, si possible. Le HVE, nous, la Chambre est engagée à engager vraiment les agriculteurs et on contribue avec les filières au développement du haute valeur environnementale. On est vraiment à fond. Donc ça, c'est vos achats qui vont y contribuer. Et pour le social, moi, je pense qu'il y a le volet emploi, économie sociale et solidaire, ateliers protégés, où beaucoup de vos groupes ont déjà, je sais, fait beaucoup d'efforts. Voilà, ça peut être aussi un volet qui est tout à fait intégré dans un PAT. Merci beaucoup, Madame Lebrun. Je pense que le président du SNERS souhaitait réagir par rapport aux projets alimentaires territoriaux. Monsieur Daniel Rocher. Je vais répondre, effectivement. Concernant les PAT, pour moi, c'est un sujet très intéressant et dans lequel nous ne sommes pas, à mon avis, assez engagés, notamment pour les petites structures régionales, pour les collectivités locales. Je pense que ça prend tout son sens et je pense qu'effectivement, je vais engager nos adhérents à y répondre davantage dans le futur, parce que nous pouvons accompagner de manière très, très correcte et très pertinente pour la gestion, les achats, ainsi que pour les matériels des petites collectivités qui seraient engagées dans les PAT. Donc, moi, je vais encourager donc les adhérents du SNERS
à y entrer. Je ne sais pas si autour de la table, vous souhaitez réagir par rapport justement aux opportunités que les sociétés de restauration peuvent rencontrer. On l'a vu par rapport à la création de ces projets alimentaires territoriaux. Moi, j'ai peut-être un commentaire complémentaire à faire sur. Je pense que c'est un dispositif qui est assez récent. Le ministère l'a beaucoup porté. Très clairement, pour nous-mêmes, SRC, au début, on ne comprenait pas très bien quel était son organisme et quelle était sa place. La gouvernance nous semblait être un peu compliquée. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les endroits où on est actif, je trouve qu'on est des leviers extrêmement puissants. Et qu'à ce titre-là, parce qu'on a une vision stratégique de l'alimentation et de l'agriculture sur un territoire, on est capable d'intéresser fortement les producteurs et quelque part le réseau d'agriculteurs qui est derrière. Et je pense, c'était le propos de Madame Lebrun tout à l'heure en disant, sur l'exemple de la Lorraine, elle a dit que les SRC avaient permis de pouvoir mettre sur pied une filière. Je crois que la SRC a cet avantage que parce qu'elle est multi-client, elle est capable de soutenir un risque pour le producteur qui est plus diffus que s'il s'adressait à un seul et même interlocuteur dans un seul et même marché pour un seul et même marché, par exemple, public. C'est-à-dire que la transition alimentaire, c'est toujours un risque pour le producteur. Contractualiser dans une relation tripartite avec une SRC, c'est pas l'accès à un client, c'est l'accès à une zone de chalandise. Parce que la SRC, elle a tout un panel d'activités multi-clients, multi-secteurs, avec des saisonnalités différentes. Et donc la prise de risque pour lui, elle est extrêmement plus faible lorsqu'il contractualise avec des structures comme la nôtre que dans une relation individuelle liée notamment à un marché public lorsqu'il contracte directement avec la collectivité. Oui, parce qu'effectivement, les contrats, c'est pas que la restauration scolaire. Donc, ce n'est pas que la période de septembre à juin qui sont pas forcément favorables pour l'agriculture. Et puis le dernier point, j'ai envie de dire, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, Jean-Yves l'a dit, Christian Lambert a dit, c'est que l'agriculture, c'est le temps long. On ne fait pas pousser, les transitions sont longues. Et donc, nous, on dit qu'aujourd'hui, au niveau du SNRC, la moyenne de durée de nos contrats avec nos fournisseurs, c'est aux alentours de 10 ans. Et aujourd'hui, quand on contractualise sur des durées qui sont longues. Il serait bien que, si quelque part, pour porter cette transition, on donne de la lisibilité et donc de la durée à nos contrats, qui est une sorte d'alignement des mécanismes. C'est-à-dire que dans les relations qui unissent les SRC avec leurs propres clients, ce temps long, qui finalement est un temps de transition pour une production, soit bien aussi compris, pour pas dire finalement on vous donne de la durée parce que vous avez envie de l'avoir de la durée. Non, c'est parce que ça nous permet de porter concrètement cette transition. Et donc en fait, il faut qu'il y ait une sorte d'alignement des durées de l'amont à l'aval. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole, si monsieur le directeur général de l'alimentation de la DGL, donc Bruno Ferreira, je ne sais pas si vous êtes en ligne. D'accord. Écoutez, nous avons juste donc un petit décalage. Nous allons donc revenir sur cette question quand même de la loi Egalim. La loi Egalim vous incite à acheter des produits de qualité, des produits bio, pas les produits locaux. Et donc, ça engendre finalement une augmentation des coûts. Monsieur Jean-Yves Fontaine, est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça ? Oui, je compléterai mes propos. L'augmentation de qualité va vers une augmentation des moyens et des coûts. On ne s'oppose pas à l'évolution du réglementaire autour de la mise en place de la loi Egalim, mais il faut, pour pouvoir réussir cette transition-là, qu'on en ait les moyens, et pour en avoir les moyens, il faut que les collectivités locales changent leur façon d'analyser les marchés. Quand vous avez une consultation sur un marché public et que vous avez un cahier des charges qui fait 100 pages, qui définit au ligne à ligne la qualité exigée, le rapport à Egalim, les AMO qui vous contrôlent, les pénalités, et qu'à la fin, la décision, elle porte sur 50% du prix, vous pouvez vous demander si la consultation a un regard sérieux sur ce qu'est la restauration collective pour nourrir des enfants. En fait, ce que vous êtes en train de souligner, c'est qu'il n'y a pas que la notion du prix qui doit faire finalement la décision. Alors, je vais peut-être vous paraître iconoclaste, mais pour moi, le prix, c'est au final quand on s'est mis d'accord sur un niveau de qualité, un niveau de service. Si vous commencez à part dire j'achète un prix, définissez pas de qualité, achetez le moins cher, ça ira beaucoup plus vite. Et ça, vous êtes confronté régulièrement, finalement, dans ce cas de figure, des collectivités qui vous demandent de plus en plus. Alors, je ne vais pas me fâcher avec la moitié de mon marché, mais on a presque la moitié de nos donneurs d'ordre qui sont des collectivités publiques. Et on ne peut pas dire qu'il y a comment vous dire,
un niveau de compréhension de la composition d'un prix et une capacité à analyser une offre correctement. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Ponnoura, par rapport à cette qualité qui est demandée, qui augmente? On l'a vu jusqu'à présent dans nos débats. Et est-ce que finalement cette notion de prix n'est pas un frein à l'augmentation de qualité? Moi, j'ai envie de dire que, en fait, les cahiers des charges, ça fait quand même longtemps qu'ils ont, pour l'immense majeure partie d'entre eux, y compris les marchés publics, une pondération de ce qu'on pourrait appeler la qualité qui est supérieure à ce que l'on pourrait appeler le prix. Hein. En revanche, les figures sont tellement imposées et la place à l'innovation dans les cahiers des charges est tellement faible que finalement on répond à peu près tous de la même manière, soit parce que tout est déjà normé, soit parce que les cahiers des charges imposent tellement finalement de cadres que finalement on est qualitativement à peu près tous jugés de la même manière, et donc il ne reste plus que le prix pour faire la différence entre nous. Et donc on en arrive à une sorte de moins-disant, non pas choisi, mais un moins-disant de fait. Et je trouve que là, il y a un véritable travail pédagogique à faire auprès des acheteurs des collectivités locales. On parle d'elles, mais c'est même plus large. Je pense que l'État aussi est concerné par ce sujet-là. C'est qu'il puisse y avoir une prise en compte finalement des impacts que l'on a selon la manière que l'on fait son métier. Acheter localement, ça a tout un tas d'impacts sur les formations, sur les emplois, sur le territoire vis-à-vis de l'agriculture, etc. Et je trouve que toutes ces externalités positives, elles ne sont pas prises en compte parce que par définition, si ce sont des externalités, c'est externe à la consultation. Et c'est là où en fait on marche sur la tête, c'est que tous les impacts, parce qu'ils ne sont pas jugés comme inhérents et je dirais endogènes à la prestation, alors on ne peut pas les noter parce qu'on déséquilibrerait la manière dont on pourrait noter les différentes offres. Et je trouve que ça, c'est un vrai changement de mentalité qu'il faut opérer dans la tête des acheteurs de nos prestations, majoritairement publics, parce qu'ils sont toujours contraints dans ce code de la commande publique où ils ont l'impression que dès lors qu'ils ne rentrent pas tout dans des cellules Excel, ils ont l'impression de tomber dans le délit de favoritisme. Mais c'est vrai aussi un peu pour le privé. Donc nous, on a un travail de pédagogie à faire, mais je pense aussi, par exemple, que les services de l'État peuvent aider à améliorer les compétences des acheteurs dans l'intégration de tous ces impacts. Pour dire, c'est pas parce qu'ils sont externes qu'ils ne sont pas au cœur de la décision. Le coût des externalités environnementales, effectivement, c'est précisé dans la loi Egalim, mais finalement, c'est un peu compliqué pour un acheteur de définir ce coût des impacts d'externalités environnementales. On le voit par rapport à certains labels, je pense à Bleu Blanc Cœur. Je ne sais pas comment vous travaillez finalement avec les acheteurs. Jean-Yves Fontaine? Déjà, Bleu Blanc Cœur ne rentre pas pour l'instant dans Egalim. Donc certains le mettent, d'autres ne le mettent pas. Donc il faudrait déjà qu'il y ait une maturité. Egalim, c'est quand même relativement récent. Et ce qu'on voit à travers les échanges qu'on a avec nos clients, c'est qu'il n'y a pas une totale compréhension de ce qu'il y a dans Egalim. Et il y a des confusions aussi qui sont entretenues par nous-mêmes sur ce qu'est Egalim, ce qu'on met dedans, est-ce que les produits locaux sont dedans, est-ce qu'on définit une norme Egalim propre à une société. Non, il y a une loi, elle s'appelle Egalim, il faut la respecter, il faut la lire, et puis il faut la connaître par cœur pour avoir la capacité à l'expliquer aux clients. Après, le coût d'Egalim, je laisserai la parole à Pascal s'il le souhaite, mais nous, on a commencé à le regarder, ça renchérit au moins de 20% le coût alimentaire du repas. Donc, quelque part, on ne peut pas faire Egalim à ISOCOût, c'est pas possible aujourd'hui. Monsieur Dupont, vous êtes d'accord? Parfaitement d'accord avec Jean-Yves. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas quand même. Il y a deux tiers des convives qui nous disent qu'ils sont d'accord pour augmenter le prix. Et le public, apparemment, donc les personnes publiques, pardon, le sont beaucoup moins. Donc à nous, le SNRC, de convaincre les personnes publiques que la qualité a un prix et que nos prix actuels, notamment dans le public, sont trop bas par rapport aux nouvelles contraintes réglementaires imposées notamment par les lois Egalim 1 et 2. Et puis, j'ose même pas le dire, mais par aussi les hausses tarifaires inflationnistes actuelles. Non, je rajouterais un point aussi, c'est que tout à l'heure Anna l'a dit, et je pense que dans la troisième partie on l'évoquera, ce que l'on a perçu de cette crise et de ses conséquences, c'est qu'on a une forme de restauration qui est devenue beaucoup plus hybride entre finalement une restauration collective et une restauration commerciale. Et dans commercial, il y a ce que disait Anna tout à l'heure d'une restauration individuelle. Et c'est assez incroyable de dire que le virage qui est attendu par les donneurs d'ordre, par nos convives,
c'est de passer sur une forme qui soit un peu plus, je dirais, individuelle et quelque part une forme commerciale, sans avoir la liberté des codes de la restauration commerciale. C'est-à-dire que la restauration commerciale, si elle est persuadée qu'elle est capable de vendre une souris d'agneau à tel prix ou je sais pas quoi, une salade à tel prix, ils ont la liberté de pouvoir fixer le prix à cette prestation. Or nous, il nous est toujours extrêmement compliqué d'avoir la main sur l'élasticité de la demande au prix. Or c'est une vraie compétence, c'est une vraie connaissance, c'est un vrai savoir-faire que de pouvoir déterminer le bon prix au regard de l'impact que ça peut avoir, y compris dans l'inconscient du consommateur et dans la symbolique qu'il accorde à chacun de ses plats. Et cette symbolique, elle ne peut pas se gérer avec un tableur Excel. Voilà. Donc il faut aussi que nos clients nous fassent un peu plus confiance sur la compétence que nous avons pour fixer les tarifs consommateurs. Merci beaucoup pour ces précisions. Monsieur Bruno Ferreira, vous nous avez rejoint. Je vous remercie d'avoir pu vous libérer. Donc, on aimerait avoir un petit peu votre témoignage, votre sentiment par rapport à ce que l'on vient de dire sur les prix de l'alimentation, mais surtout ce qu'il se passe avec la loi Egalim et la loi Climat et Résilience. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis désolé, j'étais en ligne tout à l'heure quand vous m'avez appelé, mais je n'ai pas réussi à trouver le bon bouton pour me connecter. Donc, j'ai pu suivre avec attention, en revanche, vos échanges depuis un petit moment. Et je suis toujours très heureux de pouvoir intervenir dans vos réunions et dans ce webinaire qui permet de replacer les enjeux d'une meilleure alimentation pour tous au centre des réflexions et qui rappelle le rôle essentiel des sociétés de restauration collective dans la transformation alimentaire sur l'ensemble des territoires et par extension pour construire la restauration collective de demain. Bien sûr, c'est l'occasion, mais comme vous venez de l'indiquer, de rappeler pour moi à nouveau les grandes orientations de la loi Egalim et surtout aussi celles de la loi Climat qui sont venues les conforter, voire les repréciser sur un certain nombre de points et d'évoquer un certain nombre d'outils et d'instances que nous avons mis en place pour accompagner cette transformation dans la restauration collective. Je veux bien sûr parler du Conseil national de la restauration collective, instance informelle qui est justement a été conçue pour pouvoir accompagner les acteurs et produire l'ensemble des outils pour aider et répondre à un certain nombre de questions que je viens d'entendre dans vos débats. Comme vous le savez, garantir une alimentation de qualité, équilibrée et durable dans la restauration collective, c'est une priorité du gouvernement. Elle se traduit par des actes concrets, donc la loi Egalim de 2018, qui a fixé l'objectif de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio au 1er janvier 2022. Et la loi Climat et Résilience, qui a été promulguée cet été, vient renforcer ces mesures concernant le secteur de la restauration collective. Elle atteste de la volonté du Parlement de maintenir un niveau élevé d'exigence envers ce secteur et les ajouts de cette loi qui entre en vigueur immédiatement ou dans des délais relativement courts constituent des défis supplémentaires à relever et vont également permettre d'aller plus loin. Ces nouvelles dispositions renforcent les objectifs déjà ambitieux en termes d'approvisionnement durable et de qualité avec l'ajout de 2 nouvelles catégories entrant dans le décompte de l'objectif de 50% de produits durables et de qualité qui sont les produits issus du commerce équitable et les produits acquis principalement sur la base de leur performance en matière environnementale et d'approvisionnement direct. Cette loi introduit également un nouveau sous-objectif spécifique aux viandes et aux poissons pour lesquels les produits durables et de qualité devront représenter une part d'au moins 60% à partir du 1er janvier 2024. Ce taux est de 100% pour la restauration de l'État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Par ailleurs, la loi Climat et Résilience renforce d'autres mesures de la loi Egalim, s'agissant notamment de la diversification des sources de protéines, avec la pérennisation du menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire, le lancement d'une expérimentation pour proposer une option végétarienne quotidienne pour les collectivités territoriales volontaires, l'obligation de proposer une option végétarienne quotidienne pour la restauration collective de l'État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales à partir du 1er janvier 2023. Mais c'est aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le lancement d'une expérimentation d'une solution de réservation de repas pour les gestionnaires volontaires. Et enfin, la loi étend les dispositions de la loi Egalim à tous les restaurants collectifs
dont les personnes morales de droit privé ont la charge à partir du 1er janvier 2024 et renforce également les dispositions de suivi de ces objectifs avec la remise d'un bilan statistique annuel au Parlement au 1er janvier de chaque année dès la promulgation de la loi. Le rôle du CNRC, eh bien, dans ces outils d'accompagnement et la montée en puissance de ces objectifs est essentiel. Nous approchons désormais à très grands pas de l'échéance emblématique du 1er janvier 2022, échéance qui était fixée par la loi Egalim pour les objectifs que j'ai cités tout à l'heure. Nous ne serons pas en mesure d'être au rendez-vous de ces objectifs à la date fixée dans la loi. Le ministre lui-même l'a indiqué lorsqu'il est venu sur le salon Restoco en septembre dernier. Toutefois, des avancées notables ont pu être enregistrées. Et notamment sur la base des dernières enquêtes réalisées, nous estimons aujourd'hui entre 5 et 10% la part des produits biologiques en 2019 à partir de l'enquête qu'on a appelée enquête T0, puisque vous le savez, la difficulté, c'est que nous n'avions pas de données consolidées pour avoir un panorama complet de la restauration collective sur ces objectifs. Et ce taux est estimé à 15% pour le secteur scolaire et 4,5% pour les autres secteurs réunis, tiré vers le bas par le secteur médico-social aujourd'hui. Toutefois, cette estimation est réalisée à partir d'un échantillon qui ne représente qu'un restaurant sur 3, et les 2 tiers des restaurants n'étant pas en capacité aujourd'hui de fournir, au moment de l'enquête T0, en mesure de fournir des chiffres. Et compte tenu de la diversité des catégories, l'information est encore moins accessible s'agissant des autres produits, hors agriculture biologique, qui peuvent être estimés, mais c'est bien une estimation, autour de 6% aujourd'hui. Si on regarde le point de départ, autour de 3% en bio en 2017, des efforts considérables ont été produits et la dynamique est bien enclenchée. Surtout, celle-ci n'a pas été enrayée par la crise Covid et les confinements qui ont durement affecté la fréquentation de nos restaurants. Désormais, l'accent doit être mis plus que jamais sur l'animation des réseaux et l'accompagnement au plus près des gestionnaires de restaurants collectifs. Et cet accompagnement technique des acteurs par l'État se renforce avec la montée en puissance de la plateforme Ma Cantine. L'équipe de Ma Cantine configure et élabore cet espace d'information et de ressources dans un esprit de co-construction avec les acteurs, mais propose également un accompagnement personnalisé aux utilisateurs qui le souhaitent. Cet outil permet à la fois de s'informer, de calculer son taux d'approvisionnement pour savoir où on se situe par rapport aux objectifs de la loi Egalim. Il a vocation à constituer un outil central du déploiement des mesures Egalim en restauration collective, en portant les outils d'accompagnement qui ont été élaborés notamment au sein du CNRC, ces différents guides, vidéos, et en assurant la synergie entre les différentes actions menées par les réseaux. Les travaux techniques des groupes de travail du CNRC se poursuivent et feront prochainement l'objet de nouvelles publications, notamment un nouveau guide d'accompagnement des acheteurs en prestation de services vient d'être publié. Par ailleurs, le ministère continue à soutenir les projets d'accompagnement des acteurs de la restauration collective et à ce titre, le nouvel projet du programme national pour l'alimentation qui vient d'être ouvert prévoit un volet spécifique dédié à votre secteur. Vous le voyez, la DGL continue pleinement mobilisée pour le déploiement de cette réforme avec une approche privilégiant le dialogue avec les acteurs de la restauration collective. C'est précisément ce que nous faisons dans le cadre du Conseil national de la restauration collective, en particulier dans les groupes de travail, où nous travaillons en concertation sur les outils d'accompagnement, mais aussi les thématiques qui sont portées par les membres. Évidemment, vos entreprises ont un rôle central pour réussir cette montée en gamme des produits utilisés pour la confection des repas et atteindre ensemble les objectifs fixés par la loi. En effet, plus de la moitié des repas servis en restauration collective est fabriquée et distribuée par vos entreprises et à ce titre, votre mission est essentielle. L'organisation de vos entreprises et notamment des fonctions achats qui massifient les demandes d'approvisionnement peut permettre aux producteurs, agriculteurs, transformateurs de planifier leur travail en assurant leurs débouchés commerciaux, ce qui leur permet de se projeter dans des démarches de type agriculture biologique, signe officiel de qualité ou HVE. Et le recours aux produits durables et de qualité vous amène aussi à rechercher plus de produits de proximité, la plupart du temps plébiscités par vos clients et leurs convives. Par ce sourcing territorial, si vous me passez l'expression, vous participez activement à la structuration des filières à une échelle plus fine, garante de la reterritorialisation de l'alimentation et de l'agriculture, et donc de la souveraineté alimentaire.
Ce sont des objectifs poursuivis par les lois récentes, qu'elles soient la loi Egalim ou la loi Climat et Résilience, et même la loi Egalim. Les projets alimentaires territoriaux, dont vous venez de parler abondamment, sont des lieux de rencontre entre ces acteurs, afin de relier l'offre alimentaire de nos agriculteurs avec la consommation quotidienne en restauration collective. Et pour soutenir la mise en œuvre de ces projets, je rappelle que 80 millions d'euros du plan de relance leur sont dédiés, et ce sont aujourd'hui 151 nouveaux projets alimentaires territoriaux émergents et plus de 600 projets opérationnels qui, dans le cadre de TPAT, qui sont financés via le plan de relance. La plupart des projets alimentaires territoriaux ont pour objectif d'améliorer l'approvisionnement de la restauration collective. Aussi, je vous invite à participer à ces PAT, mais j'ai pu entendre que vous aviez déjà un intérêt marqué pour ces projets et répondre aux demandes en termes de qualité, durabilité, proximité de vos clients. Et par ailleurs, je voudrais juste mentionner en conclusion qu'un effort particulier a été également fait dans le cadre du plan de relance avec la mesure sur les cantines des communes les plus fragiles, avec 50 millions d'euros qui visent à aider les communes rurales à s'équiper. Et je compte sur vous également pour accompagner ces communes qui sont pour une partie vos clients et qui sont éligibles pour demander cette aide. Le dispositif est quant à lui prolongé jusqu'au mois de juin 2022. Merci beaucoup pour votre attention et bien sûr, je répondrai volontiers à quelques questions. Merci, Monsieur Ferreira. Les participants ont bien souligné leur rôle spécifique. Et donc, peut-être qu'un de ces jours, on reparlera de ce rôle spécifique des SRC pour accompagner non seulement les fournisseurs, les producteurs et les filières, et pour une montée en gamme, bien sûr, beaucoup plus importante en restauration collective, puisque au vu des chiffres que vous nous avez indiqués, il y a encore un grand pas vers les objectifs de la loi Egalim. J'aimerais peut-être avoir une réaction de Gaëtan de l'Hermite, voire Anna Notariani. Moi, je voulais réagir parce que je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins. On veut, nous, acteurs de la restauration collective, que je préfère appeler restauration sociale, pour les raisons que j'ai évoquées dans l'introduction. On veut continuer à jouer notre rôle social et faire bénéficier à l'ensemble de nos clients, des collectivités, des entreprises et à nos consommateurs de nos savoir-faire. Je pense qu'on a des savoir-faire en matière de logistique, on a des savoir-faire en matière de nutrition, on sait apporter, livrer, réaliser sur place des repas qui correspondent aux besoins, aux spécificités qui sont en pleine évolution à un prix raisonable. Ça, c'est notre valeur ajoutée. On est, Jean-Yves le disait tout à l'heure, on a fait progresser notre métier et on a installé ce métier ces 30 dernières années. Et on a été les premiers artisans, par exemple, à végétaliser les assiettes. Et donc, on n'a pas attendu que la loi vienne nous donner des instructions sur ce sujet. On a fait parce qu'on est un capteur des tendances de nos consommateurs. Et donc, on est en anticipation. Au même titre que ça fait des années qu'on crée des partenariats avec nos fournisseurs sur des longues durées parce que, comme le disait tout à l'heure Philippe Ponnoura, eh bien, ils ont absolument besoin de notre diversité à la maille locale de clientèle qui n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins. Ils ont besoin de notre diversité, de notre implantation dans les territoires et nos politiques achats aujourd'hui sont adaptées pour faire ces transitions. Ce qui se passe, qui a été dit à plusieurs reprises, et là où nous avons besoin d'éducation générale pour faire comprendre les spécificités mais aussi les limites de notre métier puisque nous ne pourrons pas tout faire tout seul. Nous allons donc avoir besoin d'unir nos efforts entre les pouvoirs publics qui doivent mieux comprendre nos métiers, ce que nous pouvons arriver à faire, mais là où nous sommes limités dans notre action, je vais vous donner un point très concret. La loi Egalim 2, je disais en introduction,
En tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui me touche, de faire en sorte que cette filière, tout au long de la chaîne, elle soit respectueuse. Elle soit respectueuse des hommes, elle soit respectueuse des animaux, qu'elle soit respectueuse de la nature. Ça me paraît fondamental. Pour faire cela, il faut qu'on unisse nos moyens. Mais il faut aussi qu'on accepte de poser des choix. Parce que si on n'accepte pas en tant que société de poser des choix, on n'y arrivera pas. Et donc, le premier choix qu'on doit faire, c'est de le payer au juste prix. Egalim 2 nous met dans une difficulté qui n'a rien à voir avec la loi, mais qui a à voir avec la structure de nos révisions de prix annuelles. Donc, nous allons avoir, nous, acteurs de la restauration sociale, un premier défi à relever avec l'aide des pouvoirs publics, et l'aide de nos clients et des collectivités territoriales, c'est d'ajuster les révisions de prix par rapport à la volatilité que nous allons connaître dans les prochaines années du prix des matières premières. Pourquoi? Parce que la planète, de toutes les façons, c'est elle qui va donner le tempo. Et donc, puisqu'elle va donner les tempos, eh bien, il faut bien que nous, nos formules de révision de prix, elles puissent accueillir ce tempo. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que nos clients, que ce soit les clients des collectivités, de l'État ou du privé, comprennent que pour qu'on puisse jouer ce rôle social, qui est confirmé par les consommateurs dans le questionnaire que nous avons entendu tout à l'heure, qui a été fait auprès des Français, c'est le moment de comprendre et de le traduire concrètement dans les faits. Il faut que nos indices de révision de prix puissent permettre cette variabilité jusqu'au bout de la chaîne. Et donc, il faut que tout le monde accepte de payer le juste prix de son repas. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de nos... nous participons tous, nos fournisseurs, nous-mêmes dans nos métiers, avec nos clients, nous participons tous, à faire bouger les choses. Moi, je vous le redis, nous sommes volontaires, nous aimons ce métier, nous voulons continuer à pouvoir l'exercer, mais le consommateur devra poser des choix parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que nous ne pouvons plus supporter collectivement, c'est les gaspillages. Mais pour pouvoir limiter les gaspillages, eh bien, il faudra réduire, dans certains cas, la variété qui est devenue peut-être trop large. Dans d'autres cas, il faudra faire des précommandes. Dans d'autres cas encore, il y aura d'autres solutions qui seront trouvées sur le terrain. Mais rien ne se fera d'important si collectivement, nous n'acceptons pas ces choix pour avoir une alimentation qui nous fasse du bien, qui fasse du bien à nos enfants et qui fasse du bien aussi à la planète, parce que sinon, c'est la planète qui nous donnera le tempo. Merci beaucoup, Madame Notarianni. Je ne sais pas si Gaëtan Lermite, vous souhaitez vous réagir sur ce sujet important des approvisionnements. Oui, je peux me faire l'écho de ce qui a été déjà dit. Je crois que dans ce que dit Anna Notarianni, finalement, elle redéfinit le terme de collectivité ou du collectif, puisque c'est l'ensemble des producteurs, des restaurateurs et des consommateurs qui peuvent faire changer les choses. Mais c'est dans l'alignement qu'on va pouvoir trouver entre tous ces acteurs qu'on va trouver des solutions. Et aujourd'hui, effectivement, on a eu une logique assez cloisonnée. Donc le prix est un enjeu, absolument. Moi, je me permettrais de donner un exemple. Egalim nous emmène vers 20% de bio. Aujourd'hui, 10% de la production agricole française seulement est bio. Donc, sans effectivement une mobilisation de filières, nous n'avons pas, en amont, les capacités de répondre en aval aux contraintes qui nous sont posées. Donc, il faut effectivement, avec conscience, investir dans l'amont, et peut-être aider les agriculteurs, ce qu'un certain nombre de sociétés autour de cette table font, pour les accompagner dans cette transition écologique et faire en sorte que nous disposons des produits demain en quantité et au juste prix pour pouvoir répondre à cette demande. Je crois que cette mise en perspective des demandes de l'aval des consommateurs et des capacités de l'amont, des producteurs, est véritablement notre rôle. C'est là où je dirais, nous créons la valeur de la restauration collective, qui est à la fois sociale, mais qui est aussi responsable en termes de filière. Et je crois que nous deviendrons
essentiel à cette filière si nous jouons le rôle de pédagogie nécessaire pour aligner l'ensemble du collectif de la filière. Merci beaucoup. Nous allons passer tout de suite à notre troisième séquence et dernière séquence, donc l'emploi et la formation. Et pour introduire cette séquence, nous avons eu la chance d'avoir un témoignage de Madame la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Alors on veut évidemment accompagner tous les secteurs comme la restauration collective qui ont des besoins importants de recrutement. C'est tout le sens du plan qu'on a présenté avec des aides pour permettre d'élargir les viviers de recrutement en accompagnant les entreprises pour qu'elles forment leurs futurs salariés en situation de travail et au plus près de leurs besoins. On a notamment une aide de 8 000 € quand on recrute un demandeur d'emploi de longue durée qu'on forme en contrat de professionnalisation. Alors, on veut vraiment adapter l'offre de formation aux besoins de chaque territoire et c'est notamment pour ça qu'on a des pactes régionaux d'investissement dans les compétences avec chaque conseil régional. Donc ça permet de mobiliser toutes sortes de formations qui répondent bien aux besoins du territoire. Et puis on a de façon générale le plan Un jeune, une solution qui peut accompagner des jeunes pour qu'ils puissent trouver des beaux métiers dans les entreprises de la restauration collective avec les bonnes formations adaptées aux besoins de chaque territoire. Alors les entreprises de la restauration collective, elles sont implantées dans tous nos territoires et donc je pense que c'est vraiment des belles opportunités pour tous ceux qui vivent pas forcément dans les grandes métropoles, de trouver des emplois près de chez eux. Et puis je le redis, on saura leur proposer les bonnes formations pour répondre aux besoins des entreprises. Alors peut-être un message pour les entreprises de la restauration collective. Je pense que c'est important que cette reprise, elle bénéficie à tous les Français, qu'on ait une reprise vraiment inclusive, qu'on permette à des jeunes, à des demandeurs d'emploi de longue durée, à des personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi. Je sais qu'il y a des entreprises de la restauration collective qui s'engagent, notamment dans notre dispositif Les entreprises s'engagent. J'invite toutes les entreprises du secteur à rejoindre cette communauté de 20 000 entreprises. Les entreprises s'engagent pour permettre à tous les Français de bénéficier de la reprise. Madame la ministre vous a aussi interpellé par rapport au dispositif mis en place, les entreprises s'engagent. Est-ce le cas des SRC? Monsieur Gaëtan de l'Hermite, est-ce que vous souhaitez réagir? Oui, avec plaisir. Oui, un certain nombre de nos sociétés font partie de la dynamique Les entreprises s'engagent, mais de façon plus générale, l'ensemble de notre communauté joue un rôle social et sociétal fondamental. Ça a été déjà rappelé. Nous employons plusieurs dizaines de milliers de personnes sur le territoire national. Nos organisations sont, en quelque sorte, par leur taille et par leur diversité, le miroir de la société. Si je parle, par exemple, de Compass Group France, nous avons plus de 154 nationalités au sein de notre organisation. C'est un exemple. Je sais que c'est le cas aussi pour toutes les autres sociétés représentées. Donc, quelque part, elle est là aussi la force de notre collectif et la capacité d'avoir un impact social au quotidien. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui? Et ils ont été bien rappelés par Madame la ministre. C'est le recrutement, comment attirer un certain nombre de talents et de nouveaux talents, et parfois de provenance assez diversifiée. C'est comment les former, et puis comment s'inscrire dans un plan de carrière à moyen long terme. Donc les retenir, les faire progresser, les faire promouvoir. Donc véritablement, je crois qu'on est tous autour de cette table mobilisés sur ces dynamiques depuis longtemps, peut-être particulièrement aujourd'hui compte tenu des enjeux de marché. Nous souffrons comme beaucoup, mais c'est particulièrement le cas chez nous aujourd'hui, d'une pénurie flagrante de personnel. Nous devons attirer des talents qui n'ont pas forcément pensé à notre secteur. C'est pour ça que, par exemple, dans la dynamique de recrutement, nous recrutons beaucoup sans. Nous nous faisons accompagner d'un écosystème, je dirais, associatif très large, qui nous pousse des candidats, comme les écoles de la deuxième chance, comme France Terre d'Asile, comme la Croix-Rouge ou autre. Donc nous sommes véritablement, je dirais, un moteur social d'accès au travail, de formation et d'inclusion. Quand on parle de formation, on a, je dirais, énormément d'initiatives au sein de nos entreprises.
qui permettent la promotion par la formation ou l'intégration par la formation. C'est le cas, par exemple, de l'apprentissage qui a pris, je dirais, une place beaucoup plus importante depuis 3 ou 4 ans. On fait un métier qui est très intergénérationnel, qui est très vocationnel et qui permet cet échange entre les différentes générations. Nous avons dans le rang de nos effectifs un très grand nombre, peut-être plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'apprentis et d'alternants. Et nous participons effectivement à la dynamique de formation du pays. Et puis troisièmement, faire progresser, c'est, Madame la ministre y faisait référence, c'est la formation professionnelle, le CQP par exemple, qui permet la promotion au sein de nos organisations d'un certain nombre de profils qui se développent au sein de nos organisations. Donc là aussi, on joue un rôle très important d'ascenseur social, entre guillemets, le mot est peut-être surutilisé, mais je crois que véritablement, nous participons à cette dynamique. Donc, je crois qu'on peut se féliciter du fait que Elisabeth Borne s'adresse directement à nous et considère que l'action que nous menons au sein de nos équipes est une action qui est importante pour la dynamique, je dirais, nationale et sociale. Merci beaucoup. Je pense que cet ascenseur social, je pense que c'est pas un mot qui est surutilisé. Je pense qu'il faut l'utiliser encore plus dans les lycées hôteliers. Je vais maintenant passer la parole à Paul Kipour. Et justement, votre titre symbolise beaucoup de choses. Vous êtes directeur de la transformation chez Elior. Monsieur Paul Kipour, vous avez la parole. Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. On a une industrie de la restauration collective qui est vraiment en pleine mutation et en pleine réinvention. Je vais être assez bref, mais ne serait-ce qu'avant la crise du Covid, on avait déjà des signes avant-coureurs assez forts avec une montée en puissance de la restauration commerciale qui était notamment alimentée par le rajeunissement des populations en entreprise et en administration. Dans le même temps, on l'a vu tout à l'heure, il y a la montée en puissance effectivement de la réglementation sur les exigences en termes d'alimentation qui commençaient effectivement à pointer le bout de leur nez. Et tout ça a été reconfirmé et même accéléré par la crise du Covid. J'en veux pour preuve plusieurs choses. La première chose que je note, ça va être vraiment l'acculturation de tous les convives, de toute la population au digital, que ce soit via une prise de commande effectivement sur un smartphone ou sur un ordinateur, la livraison de repas au domicile. Et effectivement, ça, c'est vraiment rentré dans les mœurs. La deuxième chose, c'est que le télétravail s'est vraiment généralisé de manière assez importante. Et on a un véritable enjeu en tant qu'industrie de la restauration collective à réattirer avec nos différents clients les collaborateurs en entreprise. Et ça passe aussi par une restauration qui leur convient et qui leur correspond. Et en même temps, on a de nouveaux concurrents aussi qui sont arrivés sur le secteur, notamment la food tech. Et donc ça a imposé en fait à la restauration collective d'effectuer sa propre transformation, de lancer de nouveaux modèles, de nouveaux concepts, de nouvelles expertises. Et ça se traduit notamment par l'intégration de nouvelles compétences et la recherche de nouvelles compétences. J'en vois 4. La première chose, ça va être vraiment au cœur du restaurant, dans le service, dans la production, avec donc la nécessité d'intégrer plus de compétences de la restauration commerciale. Ça va passer notamment au niveau de la production. On est de plus en plus d'acteurs à intégrer des modèles de production centralisés pour être en mesure de faire de la livraison de repas. Et donc ça, c'est une connaissance spécifique et une compétence spécifique qu'il faut avoir. La deuxième chose, ça va être aussi au niveau du service. On doit être en mesure de pouvoir intégrer ces codes de la restauration commerciale. Et ça, effectivement, ça s'apprend ou ça se recrute. Et la dernière chose, c'est la capacité à intégrer le digital dans l'offre de restauration et dans le service, avec du click and collect, des outils à maîtriser pour nos différentes équipes. Et là, effectivement, ça implique notamment de la formation. La deuxième chose aussi, c'est qu'on doit faire notre propre révolution digitale avec des outils qui n'ont rien à, entre guillemets, à gagner face à la restauration commerciale. Et donc, on doit investir aussi dans des profils qui sont capables de nous accompagner en fait sur cette révolution-là. Le troisième niveau, ça va être les achats. On en a plutôt beaucoup parlé et on doit être capable de faire cette révolution en termes d'intégration de producteurs locaux, de développement de filières et d'accompagnement des différentes lois. Et donc ça, ce sont aussi des compétences à intégrer et qu'il faut être capable de développer au sein des différents groupes de restauration collective. Et le dernier, pour moi, c'est la gestion de la donnée. Au fur et à mesure que les différentes, le régulateur nous demande plus d'exigences, plus de transparence, on doit être capable aussi de restituer cette information. Combien de produits bio, combien de produits locaux,
combien de produits à signe de qualité. Et donc, pour faire ça, il faut aussi structurer nos différents systèmes de données, nos différents systèmes, pour être capable d'organiser la donnée, d'être capable de la restituer de manière très simple, en fait, à nos différents clients. Et ça aussi, ce sont des compétences à intégrer et à organiser, ce qui fait autant de métiers un petit peu différents que les sociétés de restauration collective commencent à intégrer. Et ça va passer par du recrutement externe ciblé, effectivement, sur des compétences particulières, mais aussi sur un accompagnement à la formation, notamment chez le groupe Elior, qu'on a beaucoup développé pour accompagner les collaborateurs sur ces différents sujets. Merci beaucoup, Monsieur Kippour. Je vais me tourner tout de suite vers Monsieur Dupont. Vous avez créé un centre de formation et vous me disiez qu'une de vos préoccupations actuelles était l'insertion des jeunes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les actions que vous menez? Bon, je vais être très bref parce qu'il est 16 heures. Et comme Gaëtan a bien expliqué tout ça, ainsi que le collaborateur d'Elior, bon, je pense que notre mission des adhérents du SNRC, c'est bien sûr d'avoir un centre de formation, surtout par l'actualité actuelle, où les recrutements sont extrêmement difficiles. Nous, chez Dupont Restauration, on intègre pas mal de stagiaires du centre de formation dans nos restaurants. J'allais dire heureusement. Mais bon, c'est la mission de tous les adhérents du SNRC d'avoir au moins un centre de formation, et ils l'ont, évidemment. On devrait d'ailleurs obliger les PME, à partir de 100 salariés, à créer un centre de formation. Voilà. Notre mission, c'est bien sûr d'augmenter le savoir de nos salariés et d'intégrer les gens qui sont à côté, donc les jeunes et les moins jeunes. Voilà, merci. Surtout de les capter, finalement, ils viennent vers vous et puis ils ont un emploi tout de suite. Et vous les intégrez donc dans l'entreprise. Jean-Yves Fontaine? Moi, je voudrais compléter ce que vient de dire Pascal. On a un formidable outil à travers l'insertion des apprentis au sein de nos entreprises. Chez Elior, nous avons 300 apprentis tous les ans. Et je pense que c'est aussi une des voies d'intégration et d'entrée dans ce métier et de pouvoir franchir toutes les étapes de ce métier qui offre quand même des perspectives. Vous pouvez rentrer dans nos métiers comme chef de cuisine ou cuisinier et puis un jour finir directeur régional, voire directeur général, si vous vous en donnez la peine et si tout au long de votre carrière, il y a un accompagnement à la formation. Donc, intégrer des jeunes, c'est important. Les accompagner, c'est encore plus important. Et leur donner accès à la promotion, c'est encore mieux. Je vais juste faire un lien. Je ne sais pas s'il est possible de le faire, mais tout à l'heure, on disait que dans l'enquête IFOP, 81% des 18-24 ans avaient une image très positive ou positive de la restauration collective. Ils sont en tant que consommateurs. Vu qu'on a des besoins en tant que recrutement, je serais intéressé à essayer de faire un pont entre cette perception que peuvent avoir des jeunes sur l'intérêt peut-être modéré qu'ils porteraient à nos métiers et inversement des consommateurs qui sont ultra satisfaits. Ça veut dire, je pense qu'il y a une distorsion de perception entre ce que l'on y fait quand on y travaille et quand on imagine y travailler et finalement la perception qu'ont les consommateurs dès lors qu'ils consomment finalement les prestations que nous servons. Merci beaucoup. Est-ce que Monsieur Daniel Rocher ou Anna Notariani, Gaëtan Delermite, nous allons terminer ce webinaire. Est-ce que vous auriez une dernière remarque, voire une conclusion à faire? Moi, je pense qu'effectivement, les attentes aujourd'hui de nos convives sont tout à fait analogues, comme on l'a dit tout à l'heure, à celles de la restauration commerciale. Ils veulent de la diversité de l'offre, ils veulent un prix, bien sûr, compétitif, mais c'est ce qu'il faut retenir et aller vers Egalim, vers la transition alimentaire dans ce cadre-là, c'est très important, à condition qu'effectivement nous ayons les moyens. Moi, j'entends souvent mes adhérents dire le problème que nous avons en France, c'est qu'on met souvent la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on met des bons objectifs très clairs, très généreux, très intéressants, mais les moyens arrivent difficilement avant la date de mise en application. Donc, je voudrais qu'effectivement, même si nous sommes tous d'accord sur les objectifs, que les moyens soient mis effectivement en œuvre par les pouvoirs publics, par les collectivités locales, pour que nous ayons effectivement une restauration qui réponde bien aux attentes à la fois des clients qui sont les collectivités locales, mais aussi des consommateurs finaux. Voilà. Merci Monsieur Rocher. Gaëtan Delermite, Anna Notariani. Oui, moi je voudrais. On a commencé ce webinaire en s'interrogeant sur la notion
de collectif. Moi, je me demande s'il ne faut pas lui trouver une nouvelle définition qui est celle de l'interdépendance et de la solidarité des acteurs de la filière pour effectivement une sortie par le haut. C'est-à-dire tirer notre métier et ceux qui en dépendent en amont et ceux qui en bénéficient en aval vers le haut par plus de qualité, plus d'engagement, plus de responsabilité. Et je crois que là, on a le collectif pour effectivement changer la donne. On sert plusieurs millions de repas par jour entre toutes nos sociétés et je crois que c'est autant de millions d'opportunités pour changer la donne. Merci beaucoup. Madame Notarianni. Oui, peut-être redire un mot sur notre rôle de relais d'information. Voilà, je pense que on sait faire la bonne information, on sait l'amener au bon endroit, et donc il faut qu'on continue à assurer ce rôle. Et à partir du moment où les gens seront plus largement informés, eh bien, je pense qu'ils comprendront pourquoi il faut poser ces choix, que ce soit du juste prix, mais aussi de la liberté qu'on peut leur apporter de consommer un repas quand ils le souhaitent, comme ils le souhaitent, et on est d'accord de reprendre à notre, si vous voulez, de prendre ce rôle, que le consommateur vraiment puisse avoir accès à cette personnalisation de son repas. Mais pour cela, il va falloir utiliser bien sûr le digital et il va falloir poser un certain nombre de choix. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est les hommes et les femmes qui font ce métier, parce que c'est un métier qui est noble, et donc il faut encore en avoir, il faut encore pouvoir les attirer, il faut encore pouvoir les payer, les garder. Et donc vous voyez, il faut les former et il faut peut-être qu'on accepte d'élargir, puisque nous sommes dans une pénurie structurelle très importante partout dans le monde, ce n'est pas qu'en France, et donc il faut pouvoir élargir les publics qui nous rejoignent pour qu'on puisse les aider à progresser. Et pour faire cela, il nous faut aussi l'aide de Madame la Ministre pour les former, pour les accompagner. Donc j'ai cru comprendre que les pouvoirs publics avaient envie de nous aider à former. Eh bien ça tombe bien, parce que nous on a envie de mettre cette énergie pour former des publics et leur faire découvrir ce métier. Mais là encore, voilà, on n'y arrivera pas tout seul. Donc c'est un appel à nous aider à faire toutes ces transitions, pour que des hommes et des femmes aient envie de faire ce métier où il y a beaucoup d'émotions et de passion. Merci beaucoup, Madame Notarianni. Et oui, beaucoup d'union autour de la restauration collective. Merci à tous les participants, mais avant de faire la conclusion, on a une conclusion d'Esther Kalonji. Vous avez été très sage, vous nous avez écoutés, et donc maintenant, qu'est-ce que vous avez entendu ? Je voudrais remercier tout d'abord Laurent Terrasson d'avoir accepté d'animer cette table ronde avec autant de panache. En tout cas, on apprécie particulièrement cette intervention. Je voudrais également remercier l'ensemble de nos dirigeants, ceux qui étaient sur le plateau, ceux qui ont pu aussi se connecter via Internet. Je sais votre temps compté. Et donc j'apprécie et nous apprécions particulièrement cette disponibilité pour la cause commune. C'est un mot que j'ai entendu particulièrement souvent au cours de vos interventions. Je remercierai également l'ensemble de l'auditoire qui est resté relativement sage aussi. Et que retenir de l'ensemble de ces échanges ? J'ai pu apprécier tout d'abord cette volonté commune, je l'ai dit tout à l'heure, des sociétés de restauration collective à être un vrai moteur de la reprise et de véritables acteurs sur le territoire. Ceci en lien avec les collectivités, les services publics de la restauration, mais je dirais aussi l'ensemble de la filière alimentaire. Je voudrais souligner ensuite les capacités des sociétés de restauration à dynamiser les territoires. Cela a été dit à plusieurs reprises, entre autres sur les questions de formation, les questions d'emploi, les questions de développement économique et local.
en particulier à travers tout ce qui est question d'approvisionnement, c'était notre thème d'aujourd'hui, approvisionnement de proximité, mais également par l'investissement en termes d'accompagnement des filières. Très vite, je retiendrai des 3 thèmes qui ont été développés aujourd'hui. Les éléments d'incarnation, en fin de compte, de ces actions communes. Pour ce qui concerne l'assiette de nos convives, il faut souligner l'engagement à mettre en œuvre la loi Egalim, ça on l'a bien entendu. On a également entendu le fait que c'était difficile. Et ce qui est important de souligner, c'est que nos adhérents avaient déjà anticipé un certain nombre de démarches dans ce sens, en matière d'accompagnement de la qualité, en matière de durabilité, ce sont les thèmes qui sont revenus, de manière à proposer l'ensemble de ces leviers à nos adhérents à travers les assiettes qui sont proposées. Sur ce point, notre regard est aussi tourné vers l'avenir, c'est important de se tourner vers l'avenir, de manière à accompagner aussi toutes les problématiques de diversification de l'alimentation, de diversification de l'offre alimentaire, notamment à travers les sources protéiques, mais aussi la possibilité de proposer des menus végétariens à nos convives. Sur le terrain de l'approvisionnement, nous sommes déterminés, vous l'avez entendu, à travailler avec les territoires de manière étroite. Avec le monde agricole, nous avons eu des témoignages en ce sens, que ce soit au niveau des chambres d'agriculture, avec les agriculteurs directement, les fournisseurs, l'ensemble des partenaires, mais j'aurais tendance à dire aussi avec l'ensemble des acteurs de l'alimentation pour évoluer et pour faire évoluer nos filières au niveau français. Et enfin, sur le terrain de l'emploi et de la formation, un grand enjeu nous attend pour 2022, mais je dirais pas que, mais pour l'ensemble pour les années à venir. Et nous avons envie d'apporter notre contribution à la reprise économique qui s'engage. L'emploi des jeunes est quelque chose de particulièrement important pour nous. L'évolution au sein de nos entreprises est essentielle. Nous l'avons vu, la diversification de l'offre fait appel à des compétences nouvelles. Nous avons le souci d'attirer de nouveaux talents, de les conserver et de pouvoir les faire progresser au sein de nos entreprises. Voilà tous les chantiers qui nous attendent et qui vont nous mobiliser au cours des prochains mois, des prochaines années, et que nous avons envie de développer de manière optimale, mais je dirais aussi pérenne. Et cette pérennité, la condition sine qua non pour cette pérennité, c'est le fait qu'on ait de l'investissement dans l'alimentation, dans la restauration collective, que la valeur de l'alimentation, la valeur du travail qui est fait par les hommes et les femmes de la restauration collective puisse être reconnue. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur l'étude qui a été réalisée. Je suis particulièrement fière d'avoir porté au niveau du syndicat cette étude qui a été réalisée avec l'expertise de l'IFOP, on l'a vu. Cette étude nous conforte vraiment dans notre mission première. C'est ce rôle éminemment social. Je pense qu'il faut vraiment qu'on retienne ce terme. Le rôle de santé publique, mais également le rôle de santé globale, on dit souvent One Health, qui a été notamment évoqué dans l'intervention de Madame Lambert. On peut le retenir, l'image de la cantine a évolué et nous n'en doutons pas et nous ne devons plus en douter. Cette étude souligne entre autres le regard porté par les jeunes, on l'a évoqué à plusieurs reprises et pour moi c'est un point extrêmement intéressant qui ressort de cette étude. Et ces jeunes, ce sont nos convives et les consommateurs de demain. Donc leurs attentes, l'attente de ces jeunes nous oblige et cela nous oblige toutes et tous à innover pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Quelques mots sur le syndicat, bien entendu, puisque c'est notre rôle. Nous représentons donc l'ensemble des acteurs de la restauration collective sous contrat. Nous sommes là pour entendre l'ensemble de leurs préoccupations. Nous sommes là pour être le chef d'orchestre pour pouvoir mener cette grande transformation alimentaire à leur côté sur l'ensemble du territoire. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tous les points qui ont été discutés aujourd'hui. Et nous avons du travail devant nous et vous pouvez compter sur nous pour pouvoir le mener en lien avec l'ensemble des interlocuteurs que nous avons à l'extérieur.
Merci Esther Kalonji. Là, c'est la fin de nos débats. Les débats qui vont de toute façon continuer puisque vous avez posé des questions. Donc, je pense qu'on vous répondra plus tard. Après ce webinaire, au moins, je sais que nous avons déjà beaucoup de commentaires, beaucoup en fait, il y a des bureaux d'études, des équipementiers, les installateurs qui sont présents, bien sûr, tous les gens du secteur, les institutions qui ont été là à l'écoute. Merci à tous et merci surtout à nos invités. Et j'espère que ça va se reproduire prochainement, de réunir un plateau aussi impressionnant. Et donc, merci au SNRC, merci Monsieur Ponnoura, merci Esther Kalonji de nous avoir accueillis. Et donc, à très bientôt à tous. Au revoir. Premium Beats.